Donc un grand merci à vous de votre présence. Un grand merci à Sciences Po de nous accueillir pour cette conférence. Un grand merci aux co-organisateurs, donc qui sont le Café Diplo étudiant qui est en cours de création, et c'est Anis qui s'en charge, qui est à l'initiative de ce Café Diplo étudiant. Merci au Bureau des médias, qui est une association de Sciences Po. Je ne sais pas s'il y a des représentants du média, du Bureau des médias. Et puis, bien sûr, on voulait également remercier Alain Berthaud d'avoir répondu à notre invitation. Je passe tout de suite la parole à Anis, qui va vous faire le déroulé de la soirée et vous présenter Alain Berthaud. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Vous m'entendez bien? Plus fort? Ça marche. Alors, donc... C'est bon? Donc merci d'être venus nombreux pour cette conférence, ce moment d'échange autour de ce formidable livre paru l'année dernière, à la dispute de l'émeute à la démocratie, donc. Alain Berthaud, merci d'être avec nous. En terre aixoise, bienvenue. Donc vous êtes anthropologue engagé, professeur émérite d'anthropologie à Paris 8, et vous développez votre champ d'études, l'anthropologie du présent. Vous analysez les mouvements sociaux, vous recensez les émeutes contemporaines contre le phénomène de mondialisation qui passe d'un pays, d'une jeunesse à l'autre. Vous entendez mal? Comme ça, vous entendez bien? Ça marche. Bon, je fais des efforts. Donc le phénomène de mondialisation qui passe d'un pays, d'une jeunesse à une autre, vous constatez, en faisant face à ces mobilisations, la réaction systématique d'un néolibéralisme autoritaire, ce sont vos mots, qui impose l'ordre, promeut le marché et rejette la société. Au regard de ce constat grave, vous nous proposerez peut-être des pistes, des solutions que vous envisagez en tant qu'anthropologue pour recréer des communs, reconstituer un peuple dans la présence réelle, indispensable à la vitalité démocratique. La conférence donc se découpera en 2 temps, la présentation de vos travaux pendant 1 heure et un temps d'échange avec le public jusqu'à 20 heures. Ensuite, cher public, je vous invite à venir, après la conférence, à la projection du documentaire de Samuel Luré et vous-même, Alain Berthaud, Les raisons de la colère à la MJC Prévert. Prolongement direct de cette conférence, le film sera suivi d'un échange, débat, avec encore vous, Alain Berthaud. Je vous le rappelle donc, le thème de ce soir, anthropologie des mouvements sociaux, quels avenirs pour les espérances communes? Et je passe tout de suite la parole à vous, Alain Berthaud. Alors, là, vous m'entendez? À peu près? Je ne peux pas le rapprocher plus. Bien, merci de m'avoir invité. J'ajouterai juste une ligne à la très courte présentation qui vient d'être faite. Mon travail universitaire, mon travail de recherche a toujours, d'un bout à l'autre, été confronté à une autre dimension de mes préoccupations et de mon activité, qui était une grande insatisfaction sur l'ordre du monde tel qu'il est, et une volonté de trouver un moyen de le changer. Je dois dire qu'ayant manifesté pour la première fois en 1967, si je fais le bilan de ces années-là, comme d'autres d'ailleurs, on se dit que franchement, on a dû rater quelques petites choses, parce que la situation est quand même particulièrement catastrophique. Je vais essayer de vous montrer que dans cette catastrophe, il y a des puissances à l'œuvre que nous pourrions mettre en marche pour pouvoir non seulement éviter la catastrophe, mais inverser le sens du courant. C'est pas forcément très simple, mais ces puissances, elles existent. Alors pourquoi j'ai commencé? Je vais commencer par mettre en route mon chronomètre. J'ai commencé par cette image, je ne sais pas si vous la voyez très bien, c'est une image du film de 1999, Matrix, une des images de la fin du film où l'on voit des humains, des corps, qui ont été... Pardon ? Comment ça, on voit pas l'image ? On voit pas l'image. Bon, je vais vous la décrire, comme ça, on voit les corps dans des cercueils en transparent qui sont en train d'alimenter de façon énergétique la machine. À l'époque, on ne disait pas
intelligence artificielle. On ne disait pas IA, on disait la matrice dans le film, mais quelle anticipation, qui en fait régit le monde et les esprits et la vie de l'ensemble des humains qui sont réduits à des annexes à la machine. Ça me semble assez représentatif et un de ce qui se passe aujourd'hui dans le capital mondialisé depuis une vingtaine d'années et aux enjeux qui sont devant nous, puisque une des pistes données par le film pour se libérer de la matrice, c'était de s'en libérer physiquement et de ressortir, les résistants ressortent dans le monde des corps en sortant du monde de l'illusion générale. Alors nous ne vivons pas dans une illusion générale, mais nous vivons quand même dans un monde où il y a environ 9 milliards d'objets connectés aujourd'hui en même temps sur la planète et que nous en avons en moyenne au moins un dans la poche. Et on le ressort assez souvent pour regarder les choses qui ressemblent à ce que regarde le voisin. Voilà. Alors, par rapport à mon livre, je pourrais peut-être être plus pédagogique. J'ai choisi d'inverser l'ordre d'exposition et de commencer par me demander et essayer de vous montrer comment cette matrice s'est constituée et comment ont été traités les corps dans, pas seulement ces 20 dernières années, on va remonter un peu plus haut. Le siècle. Commençons par le siècle et commençons par son aspect corporel. Ce qui a quand même été marquant, à part les attentats du 11 septembre, dans cette année 2001 qui a ouvert le siècle, c'est l'organisation du Forum social mondial de Porto Alegre, suivi par d'autres événements européens, nationaux et des événements mondiaux pendant plusieurs années, événements qui n'auraient jamais pu être organisés sans l'existence d'ores et déjà, même si c'était encore par rapport à aujourd'hui un peu embryonnaire, d'Internet et des emails. Mais c'est aussi, et on le voit sur les images, les manifestations directement en opposition à des réunions des grands de ce monde, notamment en juillet 2001 à Gênes, le G7 auquel s'était adjoint un grand pays, la Russie, et une manifestation qui a été piégée par une organisation à la fois de mise en scène et de mise en répression par le nouveau Premier ministre italien, Carlo Berlusconi. Comme chacun le sait, cela s'est terminé par un mort, Carlo Giuliani, tué de façon froide par la police italienne et une répression assez terrible. Ce premier aspect du siècle, celui des corps, on doit le mettre en perspective avec se rappeler comment les choses se sont constituées. Que finalement, Internet n'existe que depuis 1991, officiellement, et avec une augmentation du nombre de personnes connectées absolument sidérante, puisqu'on passe en 95 à de 36 millions d'ordinateurs connectés, à aujourd'hui plus de 5 milliards. Il faut aussi avoir en tête que des outils qui sont aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes générations, des outils du quotidien qui n'ont pas de secret, sont extrêmement récents. Que par exemple, les émeutes de 2005 en France se sont faites à une époque où Facebook commençait juste à exister et où YouTube, qui est un outil de circulation d'images d'émeutes aujourd'hui, ou encore moins Instagram, n'existait pas. Donc on est aussi dans ce siècle-là à partir de l'an 2000. Alors, il faut reprendre un petit peu l'histoire. Ce siècle-là, il s'ouvre avec la mise à disposition de tout le monde, aussi bien de ceux qui manifestent que de ceux qui organisent le capital, de cet outil considérable dont on ne mesure pas tout à fait encore toutes les conséquences, qu'est l'outil digital. Mais le souci
de mettre au pas les populations et les corps n'a pas attendu Internet. Les États auxquels nous nous affrontons aujourd'hui, les États qui aujourd'hui sont en train, avec des traditions nationales, des situations locales extrêmement diverses, finalement par tous répondre au même type de principes, au même type d'organisation et au même type de priorités répressives, trouvent leur origine dans une réflexion des classes dirigeantes à la fin des années 60 et au début des années 70, où secoués à la fois par les grands mouvements de la fin des années 60, les grands mouvements sociaux, et par la décolonisation, chacun s'était dit « plus jamais ça ». Ce « plus jamais ça », il a été pensé, mis en livre même, à la suite du travail de quelques personnes au sein de la commission trilatérale de 1972, dans un livre qui s'appelle « Crise de la démocratie ». Ce plus jamais ça, il se traduit par l'organisation des sommets internationaux, ancêtre du G8 de 2001 à Gênes, et ce plus jamais ça, il prend ses racines dans quelques expériences fondatrices qui forment, à mon avis, le triangle de fer du néolibéralisme autoritaire dans lequel aujourd'hui nous vivons encore. La première expérience, c'est la première photo, celle de Pinochet pour ceux qui ne l'ont pas connue, c'est celle de Chili. Je ne le prendrai pas par le biais de la dictature, qui bien sûr sont très dominants, mais par le fait que c'est le premier pays qui, dans l'article 9 de sa Constitution, ait mis le marché comme une dimension de la Constitution. Faire du marché une loi constitutionnelle indépassable est le premier axe fondateur du libéralisme autoritaire, et ça peut se faire par la dictature, ça peut se faire tout à fait autrement, puisque finalement, comment fonctionne l'Union européenne, sinon de cette façon-là. La deuxième photo, c'est bien sûr celle... Ah non, je prendrai par la troisième, excusez-moi, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre. C'est Margaret Thatcher qui peut déclarer en 1987 « La société n'existe pas », et elle en sait quelque chose, puisqu'elle a été confrontée volontairement, elle avait organisé les choses, à une grève des mineurs historique en Angleterre, qui s'est soldée par un écrasement non seulement des mineurs, mais du mouvement syndical en général, ouvrant la voie à une politique, à une posture étatique qui est qu'on ne négocie plus le consentement par des compromis sociaux. C'est terminé. Et la longue suite ensuite des mouvements sociaux qui vont se heurter à des refus totaux de négocier de la part des pouvoirs en place ne fait à ce moment-là que commencer. Alors la photo d'Andreotti, elle est aussi emblématique, celle d'un chef d'État italien qui a été, lui, à la manœuvre, puisqu'il n'a pas toujours été Premier ministre pendant la période, mais il était chef de la démocratie chrétienne, et c'est quand même lui qui est une des têtes pensantes de ce qu'on a appelé la stratégie de la tension, après le mai 68 rampant, puis ça a duré 10 ans en Italie, et la volonté, par des provocations, par la répression, de mettre en place une législation antiterroriste, 3 lois, dont 2 lois qui ont le nom du Premier ministre de l'époque, Cossiga, qui anticipent ce qui semblait à l'époque complètement scandaleux en France, puisqu'on a même accueilli des gens qui étaient soumis à la répression de l'État italien à l'époque en disant ça c'est pas notre conception de l'État de droit, sauf que les lois antiterroristes qui ont été mises en place en France dans les années 2010-2015 sont exactement du même tabac, avec la culpabilité collective, avec la culpabilité sur l'intention de faire, avec une dépolitisation complète de ce qui est réprimé et une politisation totale de la surveillance et du fichage pour empêcher ces actes. La législation antiterroriste est une des matrices de la criminalisation de l'action sociale et politique et de l'opposition sociale et politique. C'est arrivé en France un peu plus tard, avec les lois antiterroristes. Alors, vous avez là
plusieurs présidents qui se sont affichés de façon ostensible à de nombreuses reprises au centre de ce qui a été mis en avant en France comme dans d'autres pays, comme le noyau de l'État, l'esprit même de l'État, comme l'expliquait Nicolas Sarkozy dans un discours à Grenoble en 2010, en disant qu'il fallait que la population, les hommes et les femmes de ce pays, choisissent est-ce qu'ils étaient du côté de la police ou contre la police. C'est pas la police qui doit défendre la République, c'est on est républicain quand on défend la police qui, elle, est menacée. Ce retournement complet qui met la philosophie du gouvernement dans le sens de l'état de guerre. D'ailleurs, c'était l'idée que nous sommes en guerre est une expression qui a été reprise à de nombreuses reprises dans beaucoup de pays face à des mobilisations sociales ou simplement à des questions sociales, puisque on a même un président qui est venu en disant nous sommes en guerre pour inaugurer la construction d'un hôpital militaire pendant le Covid. Enfin, tout est guerre. Seulement, sauf à dire que tout est guerre parce que ça permet de mobiliser et de mettre en ordre de bataille et d'expliquer, de légitimer le refus d'entendre toute revendication, finit par devenir une activité réelle. Mais avant, juste les années passant, et 50 ans après les pères et mères fondateurs et fondatrices de ce néolibéralisme autoritaire, on voit que les principes de gouvernement, le rapport au marché, le rapport à la surveillance, le rapport à la criminalisation de l'opposition, c'est un bien commun entre des États qui ont constitutionnellement, historiquement, des structures étatiques et officiellement complètement différentes, mais qui fonctionnent de la même façon. La centralité de la police, Monsieur Poutine, ancien dirigeant du KGB, en sait quand même quelque chose. Celui de droite, si vous ne le connaissiez pas, c'est Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, qui est à peu près l'équivalent de Marine Le Pen, sauf que lui, il avait déjà fait des pogroms avant d'arriver au gouvernement. Donc, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'à force de faire de la guerre le nerf de la mobilisation sociale et du refus de tout compromis social, c'est encore plus pratique quand la guerre a véritablement lieu. Et de l'intervention américaine en Irak à la guerre contre Daesh, en passant par le génocide actuel à Gaza, où la photo du milieu, c'est Kiev, ou l'intervention russe en Ukraine, nous avons aujourd'hui une multiplication de guerres qui, contrairement aux guerres qui avaient lieu avant l'an 2000, il y a des statistiques qui sont tout à fait significatives à cet égard, sont des guerres qui impliquent de plus en plus la population civile, qui apparaît, au fond, ce sont des guerres où quasiment être militaire, c'est ça qui est le moins dangereux. Alors, mettre fin au compromis politique, mettre fin à l'organisation du consentement par le compromis, c'est vrai au niveau purement politique, on vient de le voir, c'est vrai aussi dans les logiques de mobilisation du travail et de mobilisation de la créativité humaine pour faire du profit. Vous avez sous les yeux quelques ouvrages récents ou moins récents qui sont assez documentés en la matière. Je dirais, pour aller vite, qu'en gros, depuis 50 ans, une des préoccupations principales du capital, c'est de se libérer des hommes et des femmes, et de se libérer du souci des corps des hommes et des femmes.
Ça a commencé par la robotisation, il y a déjà une bonne quarantaine d'années, c'est-à-dire le remplacement dans l'industrie lourde du travail ouvrier par des robots, en leur pompant leur savoir, d'ailleurs, comme les corps sont pompés par la matrice dans l'image que vous n'avez pas vue mais que je vous ai décrite. Ça continue par l'organisation d'un management qui fait la guerre à la compétence humaine, par le mépris, par un autoritarisme si possible non compétent. On était parlé de passer déjà de la qualification à la compétence, mais là, c'est est-ce qu'on est apte à une fonction? Et la fonction, elle doit pouvoir changer. Puis, ensuite, la mise des hommes et des femmes au travail sous la direction, non pas d'humains, mais directement de machines et d'ordinateurs, et de la fameuse IA. Et enfin, quatrième dimension, la mise au travail gratuite, par ce qu'on appelle notamment le capitalisme de plateforme, la mise au travail gratuite de vous et moi, parce que finalement c'est tellement plus sympa de passer soi-même ses produits à la caisse automatique à la sortie de Carrefour, c'est tellement plus sympa de faire soi-même son billet à la machine en rentrant au cinéma, et c'est tellement plus sympa de passer directement par mail avec un propriétaire de Airbnb n'importe où sur la planète. Vous en faites pas, c'est vous qui travaillez, mais il y a de l'argent qui est gagné. Il y a un pompage financier considérable qui fait d'ailleurs la puissance multinationale, mondiale, universelle de ces entreprises de plateforme. Alors vous me direz, si on va au bout, c'est vrai que c'est une logique qui, si on ne fait plus de compromis sociaux, si on appauvrit, si on méprise les capacités et les compétences, conduit à ce qu'on connaît, c'est-à-dire un appauvrissement, c'est-à-dire une explosion des inégalités sociales. Voilà le cercle vertueux trouvé par le Fordisme. Comment ça marche? Vous savez, le Fordisme, c'était faut faire quand même un petit peu attention aux ouvriers parce que c'est eux qui achètent les voitures. Donc on les augmente pas tout de suite, mais s'ils réclament des augmentations, on les augmente quand même parce que voilà, ça permet de tenir les choses. Là, si les gens s'appauvrissent, comment ils font? Ils s'endettent. Ils s'endettent et les États s'endettent aussi. Ça, c'est un autre dispositif dont on pourra en parler. Mais il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, la dette publique, la dette souveraine, dont on nous rabat les oreilles, excusez-moi, depuis quand même quelques années, c'est d'une part quelque chose qui sert à baisser les dépenses publiques et notamment les dépenses sociales. C'est le double effet qui se coule, et qui, d'autre part, enrichit les prêteurs. Elle représente entre 75 et 80% du PIB mondial. C'est pas un drame français, c'est un système. Mais la dette publique, c'est rien. La dette privée, nos dettes, grandes ou petites, c'est 220% du PIB mondial. C'est-à-dire que la dette représente les deux ensemble 300% du PIB mondial. Et c'est pas un drame pour ceux qui s'enrichissent dessus. Voilà, le capitalisme de la catastrophe, c'est ça. Alors, ce mépris pour les hommes et ce travail sur une dette, donc sur un enrichissement sur des richesses qui ne sont même pas encore créées, que ça aille de pair avec le ravage de la planète, n'est pas complètement étonnant. Et Internet dans tout ça, vous voyez bien, on commence à le voir, mais
je vous ai dit tout à l'heure, c'est un double outil. Sans Internet, il n'y aurait pas eu le Forum social mondial, mais sans Internet, il n'y aurait pas la puissance et la rapidité stratégique et tactique du capital que nous connaissons aujourd'hui, et des capitaux financiers qu'on connaît aujourd'hui. Au point que Cédric Durand, comme d'autres, comme Varoufakis d'ailleurs, je crois qu'il est d'accord avec lui, parle de nouveau capitalisme, et il dit c'est autre chose que le capitalisme qu'on a connu, c'est aujourd'hui un techno-féodalisme. Les féodaux, on en avait une jolie photo de famille autour de Trump au moment de la cérémonie de son investiture. Mais c'est aussi un dispositif qui, en donnant des ordres aux hommes et aux femmes qui travaillent, aux administrations, aux administrés, aux futurs étudiants quand ils font Parcoursup, font fonctionner des algorithmes qui, ça c'est le travail qui a été fait par le livre de Hubert Guillot qui vient de paraître, c'est pour ça que son nom n'est pas encore entré dans la tête, qui montre cas par cas comment les algorithmes actuellement en service, soit dans le privé, soit dans le public, sont des machines à créer de la discrimination et de l'appauvrissement. Voilà où nous en sommes. Alors, un des résultats, revenons sur Terre et en France, un des résultats que nous vivons, nous, collectivement, depuis quelques années, et maintenant depuis 2 générations, c'est que les grandes mobilisations sociales, parce qu'il y en a encore, Dieu merci, elles se heurtent systématiquement à une fin de non-recevoir, au point qu'on finit par se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver cette fois-ci? Là, à gauche, vous avez des courbes, vous les voyez de loin, l'important c'est leur allure générale. Ce sont les mobilisations comparées au cours des mouvements, les mobilisations contre des réformes successives des retraites en France. 95, 2010, 2019, on l'avait oublié celle-là parce que c'était juste avant le Covid. Et c'était la volonté de faire une réforme de la retraite à points. Et puis 2023. Il y a une courbe que je n'ai pas mise, c'est le pourcentage de Français qui soutiennent le mouvement. Alors là, c'est pas parallèle, c'est en augmentation d'un mouvement à un autre. Sauf que il n'y a pas un seul de ces mouvements. Depuis 95, en 95, il y a longtemps, ça fait quand même 30 ans, là, il y avait quand même eu quelques concessions. Mais depuis, non. On ne peut pas ne pas se dire que ça a peut-être un petit rapport avec la courbe d'à côté, qui est la courbe de l'évolution de l'abstention aux différentes élections depuis 30 ans. Dire qu'il y a le résultat de tout ça, c'est un sentiment, ma foi, peut-être pas si infondé, que la politique n'est plus qu'un théâtre d'ombre et qu'il n'y a plus de solution ni dans le compromis, ni dans le changement politique. Parce qu'un des résultats, quand même, de cette double stratégie politique et capitalistique de mise au pas de l'humanité, comme je dis, il n'y a plus de compromis. Dire il n'y a plus de compromis possible, ça veut dire que, par exemple, l'espace politique de la social-démocratie, il y a bien longtemps qu'il est clos. D'ailleurs, quand la social-démocratie arrive toute seule au pouvoir, elle ne fait pas de la social-démocratie. Elle fait du social-libéralisme. Au point que, si vous reprenez le programme de Mitterrand en 1981, il n'est pas tellement moins à gauche que le programme de Nouveau Front Populaire. Il faut revoir les choses. C'est-à-dire qu'il y a une telle dérive dans l'impuissance, et donc la nécessité de trouver autre chose pour dire qu'on est utile, qu'on mesure mal le chemin parcouru. Donc face à ça, je ne suis pas à la moitié, donc j'ai un peu de temps pour remonter un peu le moral.
Face à ça, les peuples, et je peux vous dire les peuples dans le monde, ne sont pas restés immobiles. Mais il faut, pour s'en rendre compte et pour en prendre la mesure, il faut peut-être faire, mais je ne peux pas le dire, de faire ça à tout le monde, de faire ce que je fais depuis 20 ans, tous les matins. Je regarde sur Google pendant entre 1 et 3 heures, ça dépend, ce qui se passe dans le monde comme confrontation entre des peuples, des groupes de personnes à différentes échelles et les pouvoirs locaux. Alors, je le fais sur des mots-clés, émeute, riot en anglais, clashes, disturbios en espagnol, puis ça suffit, puis après je vais voir. Et là, je m'aperçois que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas depuis 20 ans, et que des peuples se soulèvent, que des groupes humains se soulèvent. Je veux dire, ça peut être un village, ça peut être une cité, ça peut être un pays tout entier pendant 3 semaines. Et des gens qui prennent des risques pour dire des choses qu'ils n'arrivent pas à dire autrement. Quand on me demande ce que c'est qu'une émeute, quelle est la définition de l'émeute, je dis il n'y en a pas. S'il y a une émeute, il peut y avoir une définition policière. Il y a surtout, c'est surtout un choix personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans la situation où pour exprimer ce qu'on a exprimé, on est forcé de le faire par des actes, parce que les mots ne suffisent plus, parce que les mots ne trouvent pas d'oreille. Ni du côté de ceux qui sont au pouvoir, et parfois pas plus, ni du côté de ceux qui aspirent au pouvoir et qui sont dans l'opposition. L'émeute, disait Martin Luther King, c'est le langage de ceux qui ne sont pas entendus. The language of the unheard, qui est souvent traduit par ceux qui n'ont pas de voix. Non, c'est ceux qui ne sont pas entendus. Donc je fais des statistiques. Alors là, je peux vous faire des présentations. Occupy Wall Street, ça n'a été pas si violent que ça, sauf les évacuations à la fin. C'était en 2011, à partir d'octobre 2011. En dessous d'Occupy Wall Street, vous avez Nuit debout, Place de la République en 2016. À gauche, les Gilets jaunes en 2019. Et au-dessus, la Puerta del Sol et la Place Tahrir en 2011. Ce n'est pas des émeutes, non. C'est d'abord des gens qui sortent dans la rue et qui, ensemble, faute de pouvoir être représentés, se présentent dans la rue. Et essayent de porter ensemble, de montrer ensemble qu'il y a là une voix commune, une puissance qui doit être prise en compte. Elle est la plupart du temps entendue à coup de matraque. Voilà ce que ça donne. Sur les 20 ans sur lesquels un peu moins de 20 ans sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation nette en début de siècle, puis des variations, et on y reviendra, une baisse nette l'année dernière, ce qui, soit dit en passant, vous allez peut-être comprendre pourquoi, m'inquiète. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émeute? Je fais des comptes, mais l'ethnologue ne compte pas les choses sans savoir de quoi il s'agit. Donc, tant que j'ai pu, aussi souvent que j'ai pu, j'ai essayé de voir comment ça se passait, où ça se passait, interroger des gens qui y avaient participé. Il y a 2 choses qui m'ont toujours frappé. La première, c'est que les gens prennent des risques inconsidérés. En étant sûr de perdre. L'émeute, c'est pas la prise du palais d'hiver. Ça se termine à peu près toujours de la même façon. Des gens blessés, des gens arrêtés, et les victimes, les victimes les plus nombreuses, en tout cas en France, c'est plutôt les abribus et les vitrines. Et la deuxième chose qui m'a frappé, mais alors ça notamment en suivant les manifestations des Gilets jaunes
en 2019, c'est que vous avez des gens, vous manifestez avec des gens, discutez, si vous leur parlez de la violence, ils sont plutôt contre. Si vous leur dites, est-ce que vous allez, vous pourriez casser une vitrine? Non, ben non. Dans la demi-heure qui suit, ils sont capables de le faire. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se débloque, et que d'un seul coup, cette position à la fois physique, sociale et morale qu'on a, position assignée socialement, vole en éclats, et on passe à l'acte. Et ce passage à l'acte a des conséquences personnelles. Ce n'est pas innocent. Une fois qu'on l'a fait, on ne regarde plus les choses de la même façon. Un ami un peu plus vieux que moi, vieux syndicaliste, vieille histoire de militantisme syndical et de défaite, donc qui a participé à tous les mouvements des Gilets jaunes, et qui assez rapidement s'est retrouvé du côté où ça t'appelle plus. Et je l'ai vu récemment, je lui ai dit, mais tu vas toujours aux manifestations? Il me dit non. J'ai peur de moi. Il n'a pas peur de la police. Il a peur de sa colère et de ce qu'il sait pour pouvoir faire. Alors, ensuite, ça c'est ce qui m'a frappé le plus. Après, si c'est un langage, il faut prendre au sérieux la phrase de Martin Luther King. Si c'est un langage, c'est donc il y a des mots, il y a des phrases, il y a des propos. Or, comme ce n'est pas des mots, tels qu'on les entend, ce sont des actes, il y a ce que les sociologues appellent un répertoire, mais un répertoire qui est extrêmement varié. Il y a, par exemple, je vous prends un acte d'émeute classique, sûrement, vous pensez, vous trouvez partout, c'est le pillage. Ben, le pillage, c'est pas dans toutes les émeutes. En 2005, à Saint-Denis, où on habite, on a fait passer quelques milles dehors pour voir ce qui se passait. Il y a un centre commercial dans le centre de Saint-Denis. Il y a une nuit, il y a eu des vitrines cassées, systématiquement. Sauf le cinéma municipal. Ça a été épargné. Il n'y a pas une chaussette qui manquait dans les vitrines. Il n'y a pas eu de pillage. Le pillage, il apparaît plus tard. Dans les émeutes urbaines européennes, alors il existait en Argentine au siècle dernier, mais dans les émeutes urbaines européennes, il apparaît en 2011 à Londres, après la mort de Mark Dugan, après la mort, il a été tué par la police, c'est ce qui a déclenché les émeutes. Et on les retrouve dans les émeutes après la mort de Naël en 2023. Mais dans les émeutes qui ont suivi la mort de Naël en 2023, il y a eu deux temps. Les pillages est arrivé dans un deuxième temps, qui est en cours, ça a duré 5 jours. Hein. Mais les 2 premiers jours, c'est autre chose. C'est l'attaque des mairies et des commissariats de police. Ce qui n'avait pas non plus eu lieu en 2005. En 2005, les émeutes avaient eu lieu essentiellement dans les quartiers, c'était des incendies de voitures, il y a à ma connaissance, 1 ou 2 commissariats qui ont été attaqués. Là, c'est 50. C'est autre chose. Donc ce qui est fait par les émeutiers dit des choses, et dit pas toujours la même chose. Il faut le lire. Et puis il y a ce qui déclenche aussi la colère. Alors ce qui déclenche la colère peut dériver vers d'autres choses, on va le voir. Mais de cette lecture-là, j'en ai conclu, j'ai mis 20 ans à comprendre, hein, parce que commencer par regarder les choses sans comprendre ce que je voyais. Hein. C'est stimulant, mais j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était des questions essentielles qui avaient soulevé des femmes et des hommes durant ces 20 années. Et c'est les questions les plus essentielles, elles avaient la plupart du temps, dans un certain nombre de pays, dépassé le cadre de l'émeute locale. Parce que vous avez l'émeute locale, puis vous avez des fois, comme en 2023 en France, après la mort de Noël, où ça se passe dans 500 villes en 2023. Et dans les 500 villes, franchement, je pense qu'il y en avait un bon nombre qui ne savaient même pas où était Nanterre. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis concernés par un événement qui, concrètement,
ils avaient du mal éventuellement à visualiser. Sauf qu'ils avaient vu les images. Si, ils visualisaient l'événement même, mais où ça s'était passé, le contexte social, etc. Non. Mais ça résonnait en nous. Donc, ce qui est important, ce qui me semble le plus important dans la lecture structurale, c'est de voir quelles sont les grandes questions autour desquelles il y a eu des soulèvements à l'échelle nationale. Et bien, il y en a eu. 36 pulsations, ce que j'appelle les pulsations du siècle. Dans mon bouquin, la première, à l'évidence, c'est la question de la vie et de l'égalité devant la vie. Hein? C'est un peu mélangé d'un point de vue chronologique, mais ça se ressemble. George Floyd, 2020, une émeute à l'échelle des États-Unis pendant plusieurs jours, plus importante en intensité et en extension géographique que les émeutes qui ont eu lieu entre 2012 et 2014 pour des mêmes raisons, enfin la mort de jeunes noirs tués par la police, Freddie Gray et Charles Brown. Donc c'est à l'échelle nationale, mais à 6 ans d'intervalle, c'est plus important. À côté, vous avez Alexis Grigoropoulos, tué par la police athénienne, mais vous le verrez dans le documentaire. Le 6 décembre 2008, 3 semaines d'émeute. Le 6 décembre, 3 semaines d'émeute. À côté, vous avez Ziad Ebouna, 27 octobre 2005. En dessous, vous avez bien sûr Naël, et à côté de Naël, Masha Amini, iranienne, tuée par la police iranienne, 3 semaines d'émeute. Entre Ziad Ebouna, puisque j'ai comparé pour les émeutes américaines, entre Ziad Ebouna et Naël, on est passé certes de 3 semaines à 5 jours, mais on est passé de 300 villes à 500 villes, de 2 commissariats à 50, de aucune mairie à 50. De pas de pillage à des pillages. Donc, le trend est quand même plutôt à l'augmentation sur cette question essentielle, c'est le droit à la vie et le droit à l'égalité de la vie, puisque toutes ces victimes ne sont pas racisées. Alexis Grigoropoulos est un enfant d'Athènes, dont les parents sont des enfants d'Athènes depuis des générations, mais c'est quand même majoritairement des crimes policiers liés à l'origine et à la couleur de peau des victimes. Et vous avez la courbe, vous avez mis la courbe. La question de la vie et de la survie, tout bonnement. Bien, bon, on parlait de spéculation financière tout à l'heure. Un des résultats de la crise des subprimes en 2008, c'est qu'il y a plein de capitaux spéculatifs qui se sont retrouvés comme ça un peu en déshérence et qui ont cherché rapidement des moyens de se refaire une santé. Et ils se sont refait assez rapidement une santé en spéculant sur les céréales. Vous savez que le blé qui descend le Mississippi, il peut changer de propriétaire plusieurs fois avant d'arriver à la Nouvelle-Orléans. C'est pas seulement une nourriture, c'est un produit financier. Ça a augmenté le prix des céréales dans le monde entier, et il y a eu en 2008 des émeutes sur tous les continents, qu'on a appelées des émeutes de la faim, qui étaient localement plus nommées par les intéressés eux-mêmes des émeutes de la vie chère. C'est quelque chose d'assez récurrent, et on en connaît par exemple en Martinique plusieurs fois sur ces 20 années. Et puis il y a des émeutes qui ont été liées aux contraintes des corps dans la politique sanitaire médiévale qui a été mobilisée au moment du Covid. Le confinement, ça a été quelque chose de très, très contraignant, très pénible, éventuellement avec des conséquences psychologiques dans un pays comme la France. Dans des pays, dans des grandes villes africaines ou dans des grandes villes du sud-est asiatique ou d'Amérique latine, où l'essentiel de l'économie urbaine est une économie de rue,
et une économie informelle où le télétravail, pas trop, ça a été la famine. Et il y a eu des émeutes contre le confinement parce que c'était des gens qui ne pouvaient plus manger. On parlait de Narendra Modi qui était déjà au pouvoir à l'époque. Il a provoqué comme ça l'exode, mais du jour au lendemain, l'exode de travailleurs urbains vers leur pays d'origine, le long des routes, parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer le train, des millions de personnes. Un exode de chômage, contraint. Voilà, c'est une dimension qu'on sous-estime souvent, ou qu'on ne connaît pas des fois. Troisième dimension, la question de la démocratie. Pour ça, j'avais déjà remarqué, si vous voulez, que quand même, il y avait une augmentation des émeutes et des affrontements civils liés aux élections, liés aux constitutions, notamment à la corruption électorale, aux élections faussées. Bon, ça, c'est à la fois récurrent et c'est plutôt une augmentation. Mais notamment en 2019, et on le voit sur la courbe, on a eu dans plus de 25 pays dans le monde des soulèvements à dimension nationale qui, au départ, sont pratiquement tous partis d'une question de prix. Alors, soit de l'essence, en France avec les Gilets jaunes, mais au Soudan aussi, hein, soit du prix de métro, comme au Chili, et qui ont amené à des soulèvements au niveau national, longs, parfois violents, parfois extrêmement violents. Le soulèvement chilien, c'est des centaines de morts. Les yeux qui ont été perdus par des gilets jaunes par tir de flashball, c'est au moins par tir de flashball. La police chilienne, elle est nucléaire sans flashball. Les manifestants, en fait. Il y a eu Piñera a dit que c'était la guerre. Dans le même moment, c'est Hong Kong qui, après avoir eu quelques années avant un soulèvement contre la mainmise chinoise qu'on avait appelé le mouvement des ombrelles, s'est soulevé d'une façon encore plus importante. Il y a des images qu'on peut retrouver encore de l'université de Hong Kong en feu, alors qu'elle était encerclée par les forces de répression. Ce moment-là a été un moment une sorte d'acmé de la revendication démocratique dans le monde qui, au passage, n'a donné que 2 victoires. Le Soudan, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que l'armée a fini par reprendre le pouvoir, puis ensuite à se battre entre elles. Enfin, c'est bien la guerre. Je me rapproche, mais c'est parce que je parle avec les mains, alors là j'ai un... Et le Chili. Mais ailleurs, non. Quatrième pulsation du siècle, des peuples. Ah oui, la décolonisation, c'est pas complètement fini. Parlez-en aux Ouïghours dans le Xinjiang chinois, soulèvement extrêmement violent et sanglant. Parlez-en aux Tibétains, parlez-en aux Cachemiris, dans le Cachemire indien, à la limite du Pakistan et de la Chine. Parlez-en aux Gazaouis. Le patriarcat, 5e grande pulsation. Là aussi, j'ai été alerté par l'observation de manifestations violentes contre le féminicide au Mexique, en Amérique latine en général. Il y a même un black bloc féministe qui s'est constitué. J'ai des images à votre disposition d'une manifestation féministe contre le féminicide qui essaye de mettre le feu à une cathédrale. Voilà. Et donc, j'ai pas été complètement surpris
de soulèvement d'un pays qui connaît des émeutes, et notamment des émeutes économiques de façon assez régulière, même si on n'en parle pas beaucoup, qu'est l'Iran. Mais j'ai quand même été sérieusement surpris par la détermination face à une répression incroyable. Là aussi, c'est des centaines de morts pendant une durée. Si vous voulez, dans la même année, en Iran, il y a eu une série d'émeutes économiques contre la vie chère et les émeutes après la mort de Masha Amini. Il n'y a pas photo, si vous voulez. Le soulèvement Femmes, Vie, Liberté a duré 3 fois plus longtemps et a été 3 fois plus réprimé. Enfin, mais il y a la question du vivant. Alors, c'est une question extrêmement réprimée et violente. Les militants écologistes, le destin des militants écologistes en Amérique latine ou en Asie, souvent en Afrique, c'est très souvent d'être assassinés. Il n'y a pas de détails. Alors là, il n'y a pas de soulèvement à l'échelle nationale, mais on a quand même des exemples. Vous avez tous en tête les exemples français, je pense, de batailles qui, pour le coup, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à la 69, qui, pour le coup, sont pas forcément perdus. C'est vraisemblablement un des terrains sur lequel, aujourd'hui, les mobilisations peuvent être le plus optimistes, du point de vue du résultat modeste qu'on obtient, bien sûr. Alors, comment faire, c'est notre problème, pour que cette puissance-là, qui n'est pas démobilisée, hein, j'insiste, le mouvement est plutôt à la croissance, et à la croissance de la détermination des mobilisations, qu'elles soient violentes ou non. Comment faire pour que ça se traduise par des propositions, une alternative et des changements politiques. On avait trouvé apparemment quelques clés au XXe siècle, en passant du mouvement social à l'organisation des partis, les uns appuyant les autres, les partis s'alimentant de la réflexion du mouvement social, etc. C'est beaucoup plus compliqué dans un dispositif institutionnel qui a déraciné la politique et qui en a fait simplement une sorte de théâtre d'ombre dont le résultat pour la vie des gens n'est pas forcément évident. Alors il y a eu des tentatives, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur ce chapitre-là, mais il y a eu des tentatives pour essayer de régler ça. Alors, le mouvement, les soulèvements de 2011, qu'on a appelé le printemps arabe, puis ensuite les indignés, parce que ça a traversé la Méditerranée au printemps, avec l'occupation des places, puis ensuite Occupy Wall Street en automne, avec la traversée de l'Atlantique, tout ça, c'est une même pulsation, si vous voulez. Le point commun de tous ces mouvements, ça a été l'évitement de la politique. C'était dégage. Mais si tu dégages, on ne s'occupe pas trop de qui remplace. Voilà. Le mouvement dégagiste, c'est ça. Ça a permis le dégagement. Ben Ali, il est parti, Moubarak, il est parti. La suite n'est pas terrible. On a eu une autre version que certains avaient appelée le socialisme du XXIe siècle. C'était l'arrivée, notamment à la suite du mouvement altermondialiste, l'arrivée au pouvoir en Amérique latine de sociodémocrates radicaux, on va dire, avec une assise plus ou moins forte, plus ou moins sympathique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose au Venezuela et au Brésil ou en Bolivie. Ça n'a duré qu'un temps. Tous ces pouvoirs ont été finalement battus, voire mis dehors, pour des raisons diverses sur lesquelles on pourrait revenir, et notamment rarement été à l'abri de la corruption. Expérience européenne. Une autre façon de faire de la politique, ce que Chantal Mouffe et Laclos appellent le populisme de gauche.
Tsipras avec Syriza en 2012 en Grèce, Podemos en Espagne à la suite du mouvement des indignés, Cinque Stelle en Italie. Quel a été leur avenir? Cinque Stelle a été le premier mouvement politique à donner un siège à l'extrême droite dans un gouvernement de coalition. Podemos s'est complètement noyé dans le parlementarisme et Tsipras a été obligé de se plier à l'Europe en 2012. Et il a, à mon avis c'est une erreur, accepté de conserver le pouvoir dans ces conditions-là. En fait, les seuls mouvements qui ont renversé quelque chose, je vous ai parlé du Soudan, je vous ai parlé du Chili tout à l'heure, on pourrait rajouter Maïdan en Ukraine. On reste insatisfait. Au Chili, le mouvement a réussi à balayer le pouvoir de Piñera et à mettre un président de gauche au pouvoir, mais n'a pas réussi à changer la constitution. Au Soudan, ça s'est terminé par la guerre des seigneurs de la guerre. Et en Ukraine, par l'intervention russe, qui n'a pas supporté qu'une révolution démocratique ait lieu dans un pays qu'il considérait comme sa zone d'influence. Alors, il y avait des faiblesses, et je vais insister sur cette faiblesse parce que ça me semble important pour raisonner sur la suite, c'est que, notamment en Ukraine et au Chili, cette puissance populaire qui a fini par se doter d'une subjectivité commune de peuple, parce que pour qu'il y ait des démocraties, il faut qu'il y ait un peuple conscient. Il ne faut pas seulement le nombre, il faut aussi la conscience commune. Cette conscience de notre peuple et de vouloir compter et de vouloir peser sur le pouvoir, elle avait une petite faiblesse qui était l'intégration dans le peuple en question d'une minorité. La constitution chilienne, le changement de constitution, la nouvelle constitution qui avait été proposée, a buté sur la question indienne et sur les droits donnés aux Indiens dans un pays anciennement colonial. Et l'Ukraine a quand même peut-être buté sur le fait qu'une des premières décisions du nouveau pouvoir ukrainien, c'était de supprimer une des deux langues officielles, ne garder que l'ukrainien et supprimer le russe. Dans un pays qui était bilingue, ce n'était pas forcément la meilleure façon de donner à ce peuple qui venait de gagner toute sa puissance inclusive. Alors, ces défaites successives, elles ont un prix. Elles ont un prix. On en a plusieurs versions. Il y a un rapport, là aussi on pourra en discuter, mais il y a un rapport entre le destin parfois tragique et parfois décevant du printemps arabe et l'émergence du terrorisme islamique. Il y a en tout cas une concordance chronologique absolument évidente, et y compris quelques liens, puisque dans les jeunes qui sont partis combattre sous la bannière de Daesh en Syrie, il y a eu beaucoup de Tunisiens. Beaucoup de Tunisiens déçus de la révolution tunisienne. C'est le massacre. Deuxième, la défaite, c'est au bout du compte aller jusqu'au bout de la logique de se débarrasser d'un peuple. C'est le génocide. Et dans les pays les plus industrialisés, c'est la tentation du fascisme. Voilà où on en est. La défaite, ça a, hélas, un prix qui n'est pas seulement le goût amer de la défaite. Donc, devant ces questions-là, il me reste 5 minutes. Hein. Il me semble qu'il y a 6 enjeux sur lesquels il est nécessaire de travailler ensemble. C'est-à-dire, bien prendre la mesure de la puissance informationnelle, économique, politique, militaire de ce qui est en train de prendre le pas, de prendre l'hégémonie au sein
du capitalisme et du capital, aujourd'hui. C'est un fascisme. C'est un fascisme, mais c'est un fascisme au sens où ce sont des pouvoirs qui sont aux mains des puissants pour faire taire toute opposition et construire le consentement sur la haine et l'extermination de l'autre. Le fascisme, ce n'est pas simplement un autoritarisme, c'est faire du commun dans la haine et dans le lynchage. Je ne sais plus qui me dit, au fond, le fascisme, c'est faire du commun dans le lynchage. Voilà. Dans la haine et dans la suppression de celui qui est désigné comme l'ennemi au commun, celui qui est le ver dans le fruit, l'ennemi invisible, la cinquième colonne, qu'il soit juif ou musulman. Parce que très souvent, c'est quand même aujourd'hui le musulman qui est considéré comme voilà, le fil rouge de ce danger interne n'est pas toujours visible face à la cohésion populaire. Ceci est d'autant plus à réfléchir que la volonté de faire du commun, ou plutôt la résignation à faire du commun contre l'autre, est une tentation qui n'a, à la limite, pas toujours besoin d'être attisée fortement pour se révéler dans toute sa brutalité. La persécution de l'autre, la persécution des minorités, la persécution des peuples anciennement coloniaux ou encore coloniaux, ça peut avoir une base populaire. Rappelez-vous ce qui s'est passé l'été dernier en Angleterre. Je dis bien en Angleterre, ça n'a pas touché le Pays de Galles, ça n'a pas touché l'Écosse, ça a touché un tout petit peu l'Irlande. C'est la zone vraiment centrale du Royaume-Uni, à la suite du meurtre de fillettes d'un cours de danse par un jeune. Les réseaux sociaux font immédiatement circuler l'information, entre guillemets, qu'il s'agit d'un jeune réfugié qui vient d'arriver en Angleterre et qui est musulman. Et ça déclenche immédiatement des émeutes, et des émeutes qui ne s'en prennent pas à la police, mais qui s'en prennent aux mosquées, qui s'en prennent aux hôtels où sont logés des demandeurs d'asile, dans 25 villes, sur plusieurs jours. Des fois, la même mosquée a été attaquée plusieurs fois. Alors, bien sûr, au milieu de tout ça, il y avait des jeunes un peu avec une allure un peu reconnaissable, ils ont crâne rasé, etc. Mais enfin, globalement, la foule qui attaque ces symboles de l'altérité et de ce qu'on appelle en France le grand remplacement et de l'islam, ce sont des foules familiales. Le Guardian a repris des verbatims d'un certain nombre de tribunaux, parce qu'il y a eu la répression a été féroce, hein, le gouvernement anglais contre tout mouvement d'ailleurs, quel que soit sa couleur, est aujourd'hui assez implacable. Il y a eu des comparutions immédiates. Et alors il y en a une que j'ai lue, si vous voulez, alors une femme avec sa mère, elles allaient promener le chien, et alors elles ont vu qu'il y avait des gens qui s'en prenaient à une voiture avec un arabe dedans. Donc la fille s'est retrouvée sur le toit de la voiture en train de tambouriner. La mère a arraché le rétroviseur. Et puis le mari, qui était aussi dans le coin, lui, il a installé un barrage où il faisait passer les gens que s'ils étaient anglais et blancs. Voilà, on ne sait pas ce qu'a fait le chien, mais bon. C'est en famille. Il y en a d'autres, ils étaient partis pour aller jouer pour au tiercé, je ne sais plus quel jeu d'argent, au tabac, puis ils ont rencontré le truc, ils se sont laissés embarquer. Cet enracinement-là, moi, ça, si vous voulez, puis j'ai regardé les images, il y a plein d'images YouTube qui le montrent. Ce pogrom familial, je me suis dit, en Europe, parce que des pogroms comme ça, il y en a en Inde régulièrement.
contre les musulmans notamment. Il y en a en Inde, il y en a au Pakistan. Enfin bon, mais là, c'était tellement en adéquation avec le discours de forces politiques qui sont en pleine ascension en France, mais aussi en Angleterre. Parce que comme en Angleterre, le système électoral, c'est un système électoral majoritaire à un tour. On voit que c'est le parti travailliste qui a gagné, mais on ne voit pas que la plupart du temps, et à un très haut niveau, le deuxième, c'est Farage, c'est l'extrême droite. Voilà. Donc, le peuple contre lui-même, c'est quelque chose, voilà, c'est une menace, c'est la menace de fond qui autorise et qui permet les menaces électorales que nous avons devant nous. Je pense qu'il faut en être conscient et se dire du coup que la question de qui fait partie du peuple, que l'intransigeance vis-à-vis de toute forme d'exclusion, de racisme, de peur, de complotisme vis-à-vis d'une partie de la population, c'est une question essentielle aujourd'hui. C'est un des fronts principaux pour éviter la calamité. Le deuxième front principal, c'est de faire que ces formidables rassemblements que nous avons eus et qui ne sont pas toujours violents, même si ça risque toujours d'être un peu dangereux sur la fin et que la violence de la police qu'on connaît aujourd'hui peut dissuader, je ne sais pas comment vous vivez ça ici, mais en région parisienne c'est assez fréquent, ça dissuade des gens d'y aller, hein, de peur. Non, ces formidables rassemblements, comme nous en avons connu pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est comme le dit la petite affichette, là, c'est pas une queue leu-leu. C'est-à-dire qu'il y a une puissance politique, il y a une volonté d'être ensemble, il y avait une joie dans ces manifestations, d'être là, d'être ensemble, tous ensemble et dans la plus grande diversité, si vous voulez. Paris, moi j'ai vu, nous avons vu un bignou, une manif de vélo, un cortège LGBT, des métallos, la CFDT tout en orange avec un orchestre, un syndicat de police, des Black Blocs, enfin, voilà, tous ensemble, dans la plus grande tolérance et en se disant qu'on faisait peuple. Mais faire peuple comme ça, il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué quelque chose. Il nous a manqué ce qu'on a vu sur les photos avant. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est bien de sentir sa puissance, mais il faut aussi pouvoir en parler. Il nous a manqué des assemblées qu'on avait eues en 1995, au moment de la mobilisation. Il nous a manqué la légitimité d'une parole commune et la construction d'une parole commune. Tant qu'on délègue, on ne sait pas où ça va. Et ça, voilà. Tout le peuple ensemble, mais ce n'est pas une queue leu-leu. Il y a à constituer politiquement les résistances. Il y a cette cloison qu'on a mis en France pendant très longtemps entre le social et le politique, qu'il va falloir peut-être, à un moment donné, faire sauter. Sinon, on donne aux seuls partis. Ils sont piégés dans l'arène parlementaire, sur un agenda, des règles du jeu, des enjeux de débat, des buzz et des informations qu'ils ne maîtrisent pas. On leur laisse une responsabilité qui, quelque part, est trop lourde pour eux. Moi, je le prends comme ça. Il y a des gens qui sont en colère contre les partis politiques. Moi, je trouve que voilà, c'est trop lourd pour eux. Il faut donc les aider. Et si on veut avoir une puissance et une force à la fois intellectuelle, morale, et politique pour faire face aux enjeux qui sont devant nous, l'unité dont nous avons besoin, c'est une unité populaire qui forcément sera à un moment donné une unité politique, une unité de parti. Et c'est d'ailleurs ça qui s'est passé en juin. C'est d'ailleurs ça qui s'est passé s'il n'y avait pas eu la mobilisation qu'il y a eu du côté des forces sociales. Est-ce que le programme de Nouveau Populaire aurait été signé? Personnellement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Donc il reste... J'ai dépassé mon 35 minutes, je laisserai juste la question en suspens. Qu'est-ce qu'on fait de la matrice?
Vous avez 3 solutions devant vous, très très différentes. Alors, celle du film, les sœurs Wachowski, ça, je vous l'ai dit avant, il faut sortir de la matrice. Oui, mais après, on en fait quoi? Alors oui, il passe un compromis avec les machines dans le film. Dans un vieux roman qui s'appelle Un bonheur insoutenable d'Ira Lewin, le héros, lui, il va, c'est toute l'histoire du roman, il va aller essayer de détruire l'ordinateur central. Et quand il arrive enfin à le localiser et qu'il rentre dans la salle où il y a l'ordinateur central, il se retrouve devant un aéropage de personnes plutôt de mon âge et qui lui disent « Bienvenue, maintenant vous pouvez prendre place, vous faites partie du gouvernement. » Que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? C'est une allégorie de l'opposition la plus radicale comme forme de recrutement des dominants. Et puis, il y a une réflexion inachevée, puisque Bernard est mort, celle de Bernard Stiegler, sur l'IA et sur l'organisation digitale de la vie et de la politique et de l'économie, qui disait attention. Je pense que ça, c'est une leçon qu'on doit bien garder en tête. Attention. Ce qui nous menace avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il appelait l'entropie, c'est-à-dire la fin de toute créativité. C'est la reproduction du même à l'infini. La reproduction du même. La fin, arriver au bout de la guerre contre la compétence et contre l'intelligence créatrice et travailleuse de l'humanité, c'est on pompe ce qui a déjà été fait et on mouline. Ça rend fou.